479 dès son exécution de Je me ristournai dans mon lit. Elle part retentir. Une ne s'ouvrit. J'entendis des voix. À cette heure, me dis-je dans mon innocence, Tonne ne peut être debout sans motif, maladie ou accident. Je n'y levai donc un bond, enfonçai mon dentier supérieur et ouvris la porte. Serait-il arrivé quelque chose, demandai-je à l'ombre de Cliff qui se profilait le mur de sa chambre, dont la porte était ouverte. J'espère que je ne vous ai pas réveillé, dit-il, car manifestement tout allait bien. Le cri venait de Mary, et nous nous retrouvâmes tous au petit déjeuner ce matin, alors que sonnait l'heure d'église et que toutes les maisons étaient pleines de strachets, de grands, de fans, de belles et de partridges, matin gris et humide, au cœur de Londres où je suis rarement à cette heure-là. Voilà donc mon frontispice que, cela va sans dire, j'aurais voulu plus brillant, et pour répéter ce que m'a déclaré ce matin Nessa, je n'ai que faire du brillant, ce qui m'importe, c'est de me sentir à l'aise. Nous parlions de Mary, et maintenant, que je trace succinctement mon programme de travail. Je me consacrerai à Mrs. Dalloway jusqu'à lundi prochain sans doute, espérant l'avoir alors mise en train. Ensuite, je pourrais peut-être me lancer dans un article pour Squire sur les Mémoires 13. Cela me prendrait jusqu'au lundi 29. À ce moment-là, rédiger le chapitre grec pour lequel il faudra que j'ai lu l'Odyssée, Sichant, Agamemnon, Édipe-Roi, Zinunerne, l'Homère de Gèbe, la vie de Gèbe, plus un dialogue de Platon. Eux ne pourraient donc écrire que très tard dans la journée, mais je tiens à gagner régulièrement une certaine somme, ne serait-ce que comme argent de poche. Il me autoroute par conséquent terminer dès maintenant Pilkington 4, lire méthodiquement du grec et m'attaquer peut-être à un autre volume de Proust. Donc, maîtriser tout d'abord, c'est-à-dire m'y mettre tout de suite, Agamemnon. Mais je vais commencer par écrire à Vita, cette fameuse trouvaille, la dernière en date, qui me propose un livre tous les 2 jours. Mardi 16 janvier, cela fait une semaine que Catherine est morte, et je me demande jusqu'à quel point j'obéis à son « N'oubliez pas tout à fait Catherine », que je lis dans une de vieilles lettres. Serais-je déjà en train de l'oublier? Il est curieux de suivre le cheminement de ses propres sentiments. Vendredi, au petit déjeuner, Nelly a annoncé, sire de son effet, Mrs. Murray est morte. C'est écrit dans le journal. 15 a soulagé et senti quoi au juste, un brusque soulagement, une rivale de moins, puis de Mrs. Edith Jessie Thompson fut exécutée le mardi 9 janvier 1923, à 9h du matin, pour le meurtre de son mari, poignardé le 4 octobre 1922. Son amant et complice, Frédéric Édouard Béouaté, fut également exécuté. Il s'agit là de l'article de VW sur les vies obscures, qui ne fut publié qu'en janvier 1924, dans le London Mercury, du fait d'un désaccord sur le montant des honoraires, voire plus loin. 17 mars 1923, l'essai de VW sur Laetitia Pilkington, l'aventurière irlandaise, 1712-1750, fondée sur les mémoires de Elsie, dont la première édition date de 1748, paru dans La Nation et à Tetiaeti du 30 juin 1923. Catherine Mansfield mourut rapidement dans la soirée du 9 janvier 1923, après une hémoptysie. Murray est justement venue la voir à l'Institut Gurdjieff de Fontainebleau, où elle était entrée en octobre 1922. La phrase citée par VW, qui termine une lettre et qui fut omise par Murray dans le volume qu'il donna de la correspondance de sa femme est « J'ai tâchons de nous voir bientôt, chez ». Et peu à peu un désarroi auquel je n'ai pu me soustraire de tout le jour lorsque je me suis mise au travail, il m'a semblé me vain, ce que qu'écrire n'avait aucun sens, qu'à terme ne me lirait pas, elle n'était plus ma rivale. Puis un sentiment plus généreux je fais là, c'est le fait mieux qu'elle ne l'eût fait, elle qui faisait ce dont mais où est-elle, moi je suis bien incapable. Alors, comme il m'arrive invariablement, des images, toujours les mêmes, se mirent à défiler sans fin devant mes yeux. Catherine en train de se coiffer d'une couronne blanche et nous quittant, appelée ailleurs, soudain majestueuse, élue. Et alors je la prenais en pitié. Cette couronne, qui s'avérait d'un froid de glace, je sentais qu'elle ne la portait qu'à contre-cœur. Et elle n'avait que 33 ans. Elle s'offrait très précisément à ma vue,
de même que sa chambre à Portland-Villa. J'y monte. Catherine se lève très lentement de sa table à écrire. Un verre de lait et un flacon de médicaments y sont posés. Il y a aussi des piles de romans. Tout est net et brillant, un peu comme dans une maison de poupées. D'emblée où presque nous perdions notre timidité. Catherine, c'était l'été, était allongée sur le divan, près de la fenêtre. La frangerette qui lui couvrait le front lui dormait son air de poupée japonaise. Parfois nos regards ne se lâchaient plus, comme si nous avions pu établir une relation durable, indépendante des vicissitudes du corps, rien qu'avec les yeux. Les siens étaient très beaux, un peu pareils à ceux d'un chien, brun, très écarté, avec un je ne sais quoi de fixe et de lent, une expression fidèle et triste. Son nez était pointu et un peu vulgaire, ses lèvres minces et dures. Elle portait des jupes courtes et aimait, disait-elle, que ses vêtements lui laissent la taille libre. Elle avait l'air très malade, à bout de force et se déplaçait languissamment, se traînait à travers la pièce, comme un animal qui souffre. Je suppose que j'ai noté quelques-uns des propos que nous avons échangés. Les jours où j'allais la voir nous parvenions presque toujours, en parlant livre ou plutôt en parlant de nos propres écrits, à cette sorte de certitude qui semble devoir durer. Et puis Catherine était impénétrable. M'aimait-elle? Parfois elle le disait, elle m'embrassait, elle me regardait, est-ce faire du sentiment, avec des yeux qui semblaient protester d'une éternelle fidélité. Elle promettait de ne jamais, jamais oublier. Ce fut ce qu'elle déclara à la fin de notre dernière entrevue. Elle me dit aussi qu'elle m'enverrait son journal à lire et qu'elle ne cesserait jamais de m'écrire. Car notre amitié était une chose réelle, disions-nous en nous regardant droit dans les yeux. Elle durerait quoi qu'il arrive. Ce qui intervint, ce fut, je crois, des critiques et peut-être des ragots. Elle ne répondit jamais à ma lettre. Pourtant je continue à avoir, plus ou moins, l'impression que notre amitié dure encore. Je continue à éprouver le besoin d'exposer à Catherine des idées qui me viennent sur ce que je veux écrire. Si j'avais été à Paris, je serais allée la voir, elle se serait lentement levée, et il ne nous aurait pas fallu 3 minutes pour nous retrouver en pleine conversation. Mais je n'ai pu m'y résoudre. L'entourage, mûri, etc. Les petits mensonges et petites traîtrises, le jeu, les taquineries, si c'était voir VW, journal, 25 août 1920, mais nous nous proposons de nous écrire, elle doit m'envoyer son journal. Le ferons-nous? Fera-t-elle voir VW, de l'été, UII, numéro 1365, lettre à Dorothy Brett, datée du 2 mars 1921. Je crois lui avoir écrit dans le courant de mars 1921, peut-être n'a-t-elle jamais reçu ma lettre. Murray me dit qu'elle se nuit seule et me demanda d'écrire. J'ai été blessée de n'avoir pas de réponse, puisque ce fut au dîner d'adieu de Murray, le 11 février, que VW se trouva assise à côté de Murray. Il est probable que la lettre en question est celle qui porte la date du 13 février et que VW se trompe en croyant avoir écrit en mars. Bien cela entame par trop la substance de l'amitié. Je manque d'assurance, et ainsi j'ai tout laissé aller. Mais j'espérais bien que nous nous retrouverions l'été suivant pour un nouveau départ. J'étais jalouse de son travail, le seul dont j'ai jamais été jalouse. Cela me rendait plus difficile de lui écrire, et j'y voyais, peut-être par jalousie, tous les traits de caractère qui n'y déplaisaient chez elle. Pendant 2 jours je n'y suis sentie vieillie, et j'ai perdu de mon ardeur à écrire. Ce sentiment-là est en train de s'effacer. J'ai cessé de voir Catherine avec sa couronne. Elle ne m'inspire plus autant de pitié, mais j'ai l'intuition que je penserai à elle, par moments, tout au long de ma vie. Sans doute avions-nous en commun quelque chose que je ne retrouverai jamais chez personne d'autre. Cela, je l'ai déjà dit en substance en 1919, et répété bien des fois. De plus, j'aime à m'interroger sur sa personnalité. Je n'ai jamais tenu compte de toutes ses souffrances physiques, ni fait dans son amertume la part qui leur revient. La nation sera probablement vendue à la barbe de Massingami. Elle a un rhume épouvantable. J'ai dû rester encore au lit avec 39 degrés de fièvre. Ferguson 19 menace de m'enlever les amygdales. Dimanche 28 janvier, une certaine tristesse a pesé sur moi tous ces derniers 15 jours. Je pense qu'elle a sa source dans la mort de Catherine. Ce sentiment me revient si souvent désormais. Oui, continuer à écrire bien sûr, mais c'est dans le vide. Personne n'est sur les rangs avec moi. Je suis le coq du village, un coq solitaire, dont le cocorico n'annonce rien, car notre amitié était tout imprégnée de notre souci d'écrire.
mais j'ai eu de la fièvre, un rhume violent, et dû garder le lit toute la semaine, et je crois que je ne suis pas encore dans mon état normal. Quand on fait ses comptes, il faut toujours faire intervenir en premier la condition physique. Catherine, rapporte Ralph, qui le tient de près de 2 degrés, est morte en 10 minutes d'une hémoptysie, alors qu'elle montait l'escalier avec Murray qui se trouvait justement là. Brett est très atteinte, selon Ralph. Je n'aurai bientôt plus de propos de Ralph à rapporter. Cela m'attriste-t-il, comme la plupart de nos sentiments, ceux que j'éprouve à l'idée de le perdre sont mitigés. Joa, je devrais dire Marjorie, et d'ailleurs je l'appelle ainsi, est venue par 2 fois et sera là, à plein temps, à partir de demain. Elle est un peu trop poudrée et parfumée à mon goût, et parle d'une voix traînante. Bref, elle n'est pas du grand monde, mais elle a un regard droit et attentif et prend le métier au sérieux, ce qui vaut mieux, étant donné son manque d'expérience. Ma seule crainte est qu'elle ne se révèle écervelée. La rapidité de ses mouvements, son ardeur et le fait qu'on peut compter sur elle sont jusqu'ici un grand progrès par rapport à Ralph. Celui-ci reste planté là, épais et rébarbatif comme un chêne. Nous n'avons plus entendu parler de la Tidmarsh Press. J'ai vu quantité de gens qui furent pour moi, du fait de mes aberrations de malade, des images de couleurs vives, des airs de phonographe, mais je ne voudrais pas faire injure à l'âme humaine, pour laquelle j'éprouve vraiment le plus grand voire plus loin, même jour ainsi que la note 23. Le docteur D.J. Fergusson était le médecin des Wolf à Richmond. L'honorable Dorothy Eugénie Brett, 1883-1977, fille du vicomte Téché et artiste peintre. Elle était atteinte de surdité, 482 janvier 1923 février 1923 483 qu'une goutte se soit désintégrée, une goutte bleue pâle, au centre large et profond des yeux romantiques qui paraissent conserver encore l'image de Rupert se baignant à Christode des yeux puis est chargé de mystère, apparemment. Ou bien n'y a-t-il rien derrière ces regards? Je le lui ai quasiment demandé. Pourquoi n'avez-vous pas épousé un de ces jeunes gens romantiques? Pourquoi? Elle ne le savait pas, m'avoua qu'elle avait ses lubies. Tous les Oliviers sont fous, dit-elle. Et Rupert avait fait la cour à Catley en Nesbit, ce qui l'avait rendu jalousée. Et il disait du mal des femmes, fréquentait les ascites et avait changé. Mais lorsqu'elle lit ses lettres d'amour, de ravissantes lettres d'amour, de vraies lettres d'amour, dit-elle, elle pleure. Elle pleure comme ces jeunes femmes sont directes et inflexibles, mais elle a plus de 30 ans, elle n'a pas voulu me dire le chiffre. Et moi, j'ai 41 ans, que j'avoue. Sur ce, nous nous séparâmes. Et puis Morgan, étroitement boutonné comme un garçon coiffeur, joyeux, communicatif, mais venu pour parler affaires et qui ne s'attarda pas. Puis Liliane, Harry, les mains abandonnées sur les genoux, confronté à la vieillesse et s'ennuyant horriblement. L'égocentrisme doux et vampirique de ces femmes qui prennent de l'âge. Elle voulait du travail, des conseils, et le nom des in. Cela m'amusa de la sentir si complètement absorbée par Margaret 29, d'entendre son énumération puérile de tous les symptômes, repas et habitudes. Mais c'est bien naturel, et même charmant, pathétique aussi. Mercredi 7 février, anniversaire du mariage de Nessal. Réprimons nos réflexions. Il faut que je décrive Cambridge. Nous quittâmes la gare à pied, longeâmes raté quai de froid, des étoiles, lugubre, puis lieu familier, chapelle de King's College, toilette rapide, robe, puis dînons avec Shepard. Il était en habit, il se sert d'une canne à pommeau. Mavenard, Norton et Betty au dîner. Il a fallu aménager une bonne quantité de temps mort. L'idée de Cambridge avait tellement enflammé mon imagination que m'y retrouver assise était retombée sur terre. J'étais bien la seule à être excitée. Puis nous nous rendîmes en voiture à la DC. Je crois que je fus véritablement transportée plutôt qu'émue par Oedipe Roy. L'intrigue a si bien agencée, l'histoire se déroule si vite. Et puis j'ai été touchée par le visage des jeunes gens, roses et joufflus sous leurs perruques. Mais je ne jurerai pas que la mémoire n'est pas répandue là en août 1911. VW s'était jointe à un groupe, dont le poète Rupert Brooke et Noël Olivier faisaient partie, pour camper à Clifford Bridge, sur la Teigne, dans le Devonshire. Christode se trouve à quelques miles en aval de la rivière. Avant la guerre, Edward Marsh, secrétaire particulier de Winston Churchill et grand patron des poètes et des peintres, avait pris en charge Rupert Brooke qui, à cette époque, éprouvait une aversion pathologique pour tous ses anciens amis.
il l'introduisit dans une société londonienne, mondaine et raffinée, où l'on rencontrait les ascètes et l'actrice Kathleen Nesbitt. Rupert Brooke put alors fixer ses émotions confuses sur la personnalité simple et fraîche de cette jeune femme. Le romancier Monsieur Forster les collèges d'avocats, Lillian Harry et Margaret Llewellyn-Davis, amies inséparables, avaient été respectivement secrétaire adjointe et secrétaire générale de la Guilde des femmes jusqu'en 1921, date à laquelle elles avaient pris leur retraite. Vanessa Stephan et Clive Bell s'étaient mariés au bureau d'état civil de Saint-Panra, le 7 février 1907. Les Wolfe se rendirent à Cambridge le samedi 3 et rentrèrent à Londres le lundi 5 février. Raté et Kate entrepreneurs, avaient leurs établissements au bas de la route de la gare. Jal Elizabeth Norton, 1893-1962, était une sœur cadette de Harry Norton, avec lequel elle cohabitait à Cambridge, où elle faisait de la recherche et enseignait. Elle devint plus tard la directrice de la librairie Birrell et Gamet 484 février 923 une légère brume. Parmi les spectateurs se trouvaient Lytton, Iron Van Brugge, Q, Fête, etc. Nous alquinis ensuite nous coucher, et la cloche de King sonna très solennellement les heures tout au long de la nuit. Nous fûmes très heureux et très occupés tout le dimanche, Shepard d'abord, puis Pernel, nous nous assîmes sur les pelouses, derrière les collèges, tînmes un bout de promenade jusqu'à Newnham par le chemin que je prenais jadis. Puis déjeuner chez les Chauves, et Frodegon est l'image même de Christina Rossetti. Sa foi s'avère secourable, elle n'a rien de précis à dire. Elle assiste à la messe. Elle est plus heureuse et a plus de vitalité qu'auparavant, dit-elle. Elle raconte que Gérald l'a accompagnée à sa confirmation, y a assisté avec intérêt et a dit en sortant qu'il aimerait avoir la foi, aimerait être Quaker, mais qu'il s'en est tenu là. Je pense qu'elle monte en épingle des paroles qu'il laisse tomber négligemment. Ensuite, visite au mort 6, trouvant mort qui fumait tout seul, et qui nous demanda aussitôt si nous voulions monter voir les enfants ou préférions qu'on les fît descendre. La grosse Dorothy donnait son bain à Timothy tout en filmant. C'est une femme tronquée, aimable, rouge, fleurant vaguement la biérée, en tout cas, réjouie, et mort a dit au bébé qui pleurait de faim, mon petit chéri, très gentiment, comme une vieille nounou sagace. On aurait dit un couple de gros castors avec leurs petits, de beaux petits, d'ailleurs, potelés, fermes, robustes, qui nous feront vraisemblablement honneur à tous quand nous serons tout morts. La note élégiaque va doucement s'insinuer et sera justifiée si j'ai le temps. Puis chez Ménard, je dois dire que je ne n'y suis jamais trouvé dans un salon plus agréable. Cela tient aux couleurs, aux tableaux, rideaux et décorations de Bel et Grand. Là nous fîmes un bon dîner. Rancet, l'invité inconnu, rappelait un peu Darwin, large, épais, puissant, grand mathématicien et maladroit de surcroît. Honnête, dirais-je, un apôtre bon teint. La fête commença après quelques propos brillants de ma part sur la religion, capitale d'émotions que je ne sais comment investir. Et Ménard entretint lestement l'animation. Nous fûmes même étourdis de paroles. À force de voir arriver des gens, je suppose que l'œil se fatigue, que le cerveau se lasse. Lucas est légèrement sourd, ingénu et sincère, il faut un certain effort pour lui parler littérature avec de grands mots. Et puis j'avais assez envie d'entendre Sprotne faire l'éloge de la chambre de Jacob. Tant pis. Mrs. Birch, l'honorable Mrs. Birch de Firle, fut introduite, pareil à un renard bleu, l'intelligence indomptée soudait dehors la représentation de la Marlowe Society de Lady Proie de Sophocle, dans une version anglaise de T.J. Shepard, eut lieu au théâtre de l'Amateur Dramatic Club. Irène Van Brugge était une actrice de renom, vaguement apparentée au Strachey, que désigne Sir Arthur Thomas qui y couche, professeur de littérature anglaise à Cambridge. Faites Monsieur J. Anderson, né Bagenal, était la sœur de Nicolas Bagenal et une vieille connaissance de V.W. Elle avait épousé Hubert Anderson, alors lecteur en sciences économiques à Cambridge, qui n'allait pas tarder à prendre la direction de la Nation et Hilton Houghton, voire plus haut, 28 janvier 1923, note 23, dans son mémoire Sera les Frodegon Shot, paru en 1952, Frodegon écrivit « J'aspirais à devenir catholique ». En 1927 cela m'advint jusque-là elle appartenait à l'église anglicane. Le philosophe George Moore vivait à Cambridge, au 86 Chesterton Road, avec sa femme Dorothy, Nelly, 1892-1977,
et leurs deux petits garçons, Nicolas et Timothy. Les décorations de Duncan Grant et Vanessa Bell effectuées dans une des pièces occupées par Mav Narkens dans Webscourt à King's College comportaient 8 vastes panneaux, les deux artistes se chargeant chacun de 4 et des rideaux avec incrustation de Nessa. Franck Pérancet, bien qu'encore étudiant à Trinity College, était déjà considéré comme un grand mathématicien et philosophe par Keynes, Bertrand Russell et autres. Il faisait partie de la Société des Apôtres et devait plus tard enseigner à King's College, mais il mourut prématurément, voire plus loin, 14 juin 1925, note 16, 9, Walter John Herbert, Sébastien Sprotk, 1897, 1971, diplômé de Clark College, qui venait d'être nommé préparateur au laboratoire de psychologie de l'université, 11 appartenaient, de même que Frank Rancet et Peter Lucas, à la nouvelle génération des apôtres qui s'étaient groupés autour de Maynard Keynes à Cambridge T, parfaitement policé, CC qui n'est pas une mauvaise combinaison. De même que dut épouser un officier de la garde, et la voilà maintenant plongée dans la société de tantes qui partent en guerre contre ce qu'elles appellent les bohémiens. Elle oreille stupide, se plaint de sa vie de jeune fille, de l'aune de Square, d'Ascot et des Cambridge, croyant en Topsy, à ce que j'ai vu, et en Mrs. L. Aubrey, acceptant Vita, elle déteste les privilèges tarabiscotés des grands. Prétend sa famille ennuyeuse le riz 1923 probablement de votre main tout ce que vous voulez bien lui donner. Le découragement que j'ai mentionné provient un peu de l'incertitude où nous sommes quant à la nation. Léonard se croit un raté. Et à quoi bon nier un découragement quand il est irrationnel? N'ai-je pas toujours tendance à me considérer comme une ratée? Moi aussi, c'est inévitable. Mais voilà, un Ménard est arrivé et bien tranquille, lui qui est pourtant notre cadet. Je suis frappé par ce qu'il y a d'absurde et d'irréel à poser cela en principe, mais une évidence de ce genre est difficile à faire admettre. Il est désagréable d'avoir à attendre la décision de Massingham alors qu'on en dépend plus ou moins. Les signes sont favorables. Ramsay Muir, cela se sait, est un homme peu brillant, mais n'a rien plus. À force de voir arriver des gens, je suppose que l'œil se fatigue, que le cerveau se lasse. Lucas est légèrement sourd, ingénu et sincère, il faut un certain effort pour lui parler littérature avec de grands mots. Et puis j'avais assez envie d'entendre Sprotne faire l'éloge de la chambre de Jacob. Tant pis. Mrs. Birch, l'honorable Mrs. Birch de Firle, fut introduite. Pareil à un renard bleu, l'intelligence indomptée soudait dehors la représentation de la Marlowe Society de Lady Proie de Sophocle, dans une version anglaise de T.J. Shepard, eut lieu au théâtre de l'Amateur Dramatic Club. Irène Van Brugge était une actrice de renom, vaguement apparentée au Strachey, que désigne Sir Arthur Thomas qui y couche, professeur de littérature anglaise à Cambridge. Faites Monsieur J. Anderson, né Bagenal, était la sœur de Nicolas Bagenal et une vieille connaissance de V.W. Elle avait épousé Hubert Anderson, alors lecteur en sciences économiques à Cambridge, qui n'allait pas tarder à prendre la direction de la Nation et Hilton Houghton, voire plus haut, 28 janvier 1923, note 23, dans son mémoire sera les Fredegonchottes, paru en 1952, Fredegon écrivit « J'aspirais à devenir catholique. En 1927 cela m'advint jusque-là elle appartenait à l'église anglicane. Le philosophe George Moore vivait à Cambridge, au 86 Chesterton Road, avec sa femme Dorothy, Nelly, 1892-1977, et leurs deux petits garçons, Nicolas et Timothy. Les décorations de Duncan Grant et Vanessa Bell effectuées dans une des pièces occupées par Mav Narkens dans Webscourt à King's College comportaient 8 vastes panneaux, les deux artistes se chargeant chacun de 4 et des rideaux avec incrustation de Nessa. Franck Pérancet, bien qu'encore étudiant à Trinity College, était déjà considéré comme un grand mathématicien et philosophe par Keynes, Bertrand Russell et autres. Il faisait partie de la Société des Apôtres et devait plus tard enseigner à King's College, mais il mourut prématurément, voire plus loin, 14 juin 1925, note 16, 9, Walter John Herbert, Sébastien Sprotk, 1897-1971, diplômé de Clark College,
qui venait d'être nommé préparateur au laboratoire de psychologie de l'université, 11 appartenaient, de même que Frank Ramsey et Peter Lucas, à la nouvelle génération des apôtres qui s'étaient groupés autour de Maynard Keynes à Cambridge T, parfaitement policé, CC qui n'est pas une mauvaise combinaison. De même que dut épouser un officier de la garde, et la voilà maintenant plongée dans la société de tantes qui partent en guerre contre ce qu'elles appellent les bohémiens. Elle aurait stupide, se plaint de sa vie de jeune fille, de l'aune de Square, d'Ascot et des Cambridge, croyant en Topsy, à ce que j'ai vu, et en Missy Cell, Aubrey, acceptant Vita, elle déteste les privilèges tarabiscotés des grands. Prétend sa famille ennuyeuse le riez 1923 probablement de votre main tout ce que vous voulez bien lui donner. Le découragement que j'ai mentionné provient un peu de l'incertitude où nous sommes quant à la nation. Léonard se croit un raté. Et à quoi bon nier un découragement quand il est irrationnel? N'ai-je pas toujours tendance à me considérer comme une ratée? Moi aussi, c'est inévitable. Mais voilà, un Ménard est arrivé et bien tranquille, lui qui est pourtant notre cadet. Je suis frappé par ce qu'il y a d'absurde et d'irréel à poser cela en principe, mais une évidence de ce genre est difficile à faire admettre. Il est désagréable d'avoir à attendre la décision de Massingham alors qu'on en dépend plus ou moins. Les signes sont favorables. Ramsay Muir, cela se sait, est un homme peu brillant. Maynard implore Tomlinson de se joindre à lui, en renfort contre les Weffry qui sont ses co-directeurs si j'ai idée qu'il va renflouer la nation, faire des merveilles et puis, avant un an, piquer une tête et abandonner la revue à son sort. Elle s'étiolera et mourra. Massingham est optimiste, mais il s'attarde à Monte-Carlo et tout ce que nous savons c'est que le bruit court, vaguement, qu'il va lancer pour le 1 avril un hebdomadaire de 4 sous. Et notre découragement provient aussi de la saison humide et blafarde, de la voix traînante de Joa, de l'entêtement de Ralph et de ce que Lytton laisse entendre qu'il va lancer sans tarder la Tidmarsh Press. Là, il y a toutefois un mystère puisque Carrington a affirmé n'en rien savoir et s'en est tenu à la version d'une presse pour l'impression sur commande de livres de luxe. Je crois aussi que la présence de Joa et de Ralph au déjeuner comme au thé, chaque jour, et la nécessité de soutenir une conversation enjouée sont déprimantes. Il me tarde de voir arriver le 15 mars. Sans doute la Hogarth Press doit-elle perdre maintenant une part de son charme, devenir plus besogneuse tout en acquérant, espérons-le, un autre genre d'agrément. Mais j'aimerais que Joa comment dire soit une dame. Et maintenant, en route pour Wigmorall avec Saxon. Nous allons entendre un sévère quintet de César Franck, qui me dépassera probablement. Samedi 10 février les présages se montrent, il me semble, plus favorables. Maynard a présenté un ultimatum, pour signifier, je crois, car c'est du moins ce que nous avons cru comme prendre au téléphone, qu'il se refuse à travailler avec Ramsay Muir. Pour moi, j'estime pour diverses raisons que le parti de Massingham va maintenant l'emporter. M.N. Birch était l'honorable Vera Benedicta, née en 1899, sœur du vicomte Gage, de Finis-Place, son mari, le lieutenant de vaisseau Frank Lyall Birch, enseignait à King's College. On s'était attendu à ce que Ramsay Muir, 1872-1941, historien et militant libéral, fut nommé rédacteur en chef de la Nouvelle Nation et Atonaitin. Mais des divergences de vues entre lui et Maynard Keynes aboutirent à la nomination de Hubert Flanderson. Tomlinson avait été directeur de la revue sous Massingham. Par les Weffry, épithète appliquée généralement à des dissidents politiques ou religieux, dérivé des Weffry Kirk, groupe minoritaire de l'Église libre d'Écosse, qui fit sécession en 1900. VW désigne sans doute les commanditaires de Maynard Keynes. Massingham ne lança pas de nouvel hebdomadaire, mais il transféra son journal d'un passant, de la Nation au New Statesman 486 février 1923 d'une manière ou d'une autre, puisque, même si les Cowan tréfulminent comme des taureaux furieux, ils doivent y voir les yeux suffisamment ouverts pour voir qu'ils ne peuvent risquer sans Maynard de s'en remettre au Weffry. Puis nous avons 40 livres sterling à déduire de notre déclaration de revenus, il me semble voir une plume descendre en flottant de ces hauteurs où séjournent les dieux. C'est ce que j'ai dit alors que nous traversions le cimetière cet après-midi. Une femme de ménage plantait des jacinthes sur une tombe mouillée. La femme n'était que laine grise et humide, morne, piteuse, semblable à un chacal, et j'ai rôdé, moi aussi, parmi les tombes pour regarder les noms et vérifier qui pouvaient mériter une croix de plusieurs tonnes.
façonnés dans du granit, les soldats belges en l'occurrence. Je regagnai l'allée. Printemps, printemps, chantais-je comme dans Wagner, et je vis un buisson d'ajoncs couvert de tendres boutons jaunes. Puis nous allâmes dans le parc, d'où la pluie chassa les chiens et les humains, qui rentrèrent chez eux. Ainsi fûmes-nous de retour alors que sonnaient 3 heures. Nous avons maintenant le projet, vieux d'un jour, de faire une promenade de 2 à 3 heures, d'imprimer de 3 à 5 et de retarder le thé, et ainsi d'aller de l'avant. En fait, j'ai composé un peu du ride. Morgan est terminé, à peu de choses près. Ralph tient bon, provoquant, chicaneur, il vous donne bien mauvaise opinion des vertus viriles. Mary personnifierait-elle les vertus féminines? Elle est peut-être bonne cornédienne. Avant-hier, nous avons eu, elle et moi, une longue conversation dans la pénombre, au coin du feu. Il m'en est resté une impression assez complexe. Vanessa ne donne-t-elle pas une image fausse de Mary? Pour moi, je ne l'accuse pas d'être brillante ni spirituelle. Il me semble déceler chez elle plus d'humilité d'esprit que je m'y attendais. Elle est, dit-elle, timide. Elle n'aime jamais les personnes qui l'aiment, tandis qu'elle s'accroche, malgré les rebuffades, à celles qu'elle aime. Ceci se rapporte au numéro 46. Elle a mauvais caractère. Elle s'emporte. Elle aimerait vivre avec de nombreuses personnes, pas seulement en voir beaucoup. Là, je l'ai cru sincère. Il se peut qu'elle soit une de ces natures impulsives, affectueuses, pas très heureusement combinées, que je trouve intéressantes, qui prennent toujours des risques, vous importunent follement et se font remettre à leur place. Ambitieuse, exigeante, vaine, etc. Elle est cependant animée d'une sorte de passion, pour Clive, je le suppose, qui est sincère. Et puis, bien sûr, j'attache beaucoup de prix à la sensibilité et à la sympathie d'une femme comme source de plaisir, s'entend. Non pas que Mary s'abstienne de critiques, loin de là. Ne m'a-t-elle pas déclaré qu'elle m'estimerait digne d'affection? N'était mon désir insatiable d'être admirée en tout point? Non, lui dis-je, j'éprouve tout au plus le besoin d'être assurée que je suis de la même stature que le commun des mortels sur la plupart des points. J'ai de surprenantes singularités et lubies, comme vous-même, car je ne vous aurais jamais imaginé timide. Et voilà que vous me prétendez qu'il vous faut vous armer de courage pour entrer aux Reeds. Votre voix triomphale, aurais-je dû ajouter, est-elle vraiment mal assurée? Aurait-elle, beaucoup plus que Nessa et moi-même, une nature instinctive et, partant, de celle que nous aurions tendance à méjuger? Il ne lui arrivera plus jamais rien de nouveau, dit-elle. Je remarque qu'elle aime le plaisir et, bien qu'elle n'écrive ni ne peigne, elle attend l'été avec impatience. On y verra clair, dit-elle. Mais j'imagine que c'est surtout moi qui ai parlé, et de moi 13. Mutation of the Phoenix, de Herbert Reed, et Pharaoh and Pharion, de Monsieur Forster, parurent en mai 1923, 488 février 1923. Philippe XV, Morel, aurait voulu être acteur et souffre d'un dédoublement de la personnalité. Il se voit lui-même, et appréhende rarement l'ensemble, se voit fermier, hôte, interlocuteur, etc. Mais quand il s'adresse à nous, il se sent une seule personne, du moins le dit-il, et son impression prend quelque chose de diffus. C'est un homme d'un tempérament amoureux, lui homme d'une génération et d'une tradition différentes, en veston croisé, mais avec des bijoux, mi-homme du monde, mi-esthète, autrement dit, appréciant les enjolivements, ni vivant au sein de Dieu c'est quelle faribole et vous les imposant d'une manière plausible autoline, etc. Des amoncellements de vapeur mouvante se traînent au-dessus de lui en permanence, l'inquiètent, le pousse à un bavardage embarrassé. On a enfermé Julien dans un collège religieux à Elzo et Larleton, afin de mater le matérialisme obstiné de sa nature. Elle contredit l'idée que Toline se fait de l'univers. Philippe prétend qu'elle court après les jeunes gens, et dire qu'il a eu son marmot d'une femme de chambre. Tout cela a des fondements un peu obscènes et grouillants, même si c'est en surtace admirable et plausible. Oui, plausible est le mot auquel on revient toujours, embarrassé aussi. Nous avons eu une visite surprise d'Annie Colson. Elle est une lesbienne déclarée et peut, selon est-elle, sans avoir des vues sur moi, malgré mon âge. La nature a peut-être aiguisé ses facultés. Dans mon snobisme, je fais remonter ses passions à 5 siècles en arrière, et elles deviennent romantiques à mes yeux, comme un vin blanc très vieux. J'imagine que le bouquet s'en est évaporé. Harold est un homme tout d'une pièce,
porte un paletot noir et un pantalon à carreaux, aimerait être écrivain, mais n'a pas, me dit-on et je le crois volontiers, le tempérament nécessaire. C'est l'âme, voyez-vous, qui formule ses jugements et qui dit, alors que Vita s'assied au coin du feu, ceci ne me plaît pas, ceci est de second ordre, ceci est vulgaire, ceci est gentil et sincère, etc. Et comment mon âme peut-elle le savoir? Mon âme s'est rapetissée, hélas, à mesure que passait la soirée et sa rétraction est presque physiquement sensible. Je réfléchis que je suis le réceptacle de 50 millions de pneumocoques et que j'ai une température bien au-dessus de la normale, et je ne doute donc plus que ces contractions soient dans une grande mesure physique. Et puis nous sommes toujours en suspens. Massingam est revenu, mais Ménard est sur le sentier de la guerre. Massingam dit qu'il fonce maintenant à toute allure. Il lui faut rassembler des fonds. Chose curieuse, c'est moi, avec mon téléphone, qui fais office d'intermédiaire. J'obtiens de Nessa les plans de Ménard. Elle les téléphone à Massingam. Et j'essaie également de tirer des ficelles pour installer Tom au poste de directeur littéraire de la Nation et d'en déloger mon ennemi, Miss Watt-Smith. Si j'avais le temps, je pourrais donner les détails de mes activités et me glorifier de ma propre importance. Oui, je suis adulte. Oui, je donne des conseils, on me prend au sérieux et cela ne me fait plus frémir d'émotion. Et même cela m'ennuie un peu, j'aimerais bien que Tom ait un peu plus de cœur au ventre, et moins besoin de filtrer goutte à goutte, avec tant de raffinement, ses poignantes perplexités au travers d'une mousseline immaculée. Il est comme une personne à bout de résistance, infiniment scrupuleux, méticuleux, précautionneux. Philippe Morel dîna chez les Wolf le dimanche 18 février, les Nicholson y avaient pris le thé ce jour-là. Tout au long de janvier et de février, VW souffrit de rhume tenace, accompagné de température, et l'on tenta de porter remède à cet état en lui injectant, le 15 février, des pneumocoques mars 1923 489. La pauvre Snowles ne mérite guère que l'on fisse son portrait, mais comme il m'a fait pitié, on aurait dit une vieille femme forcée de regarder fixement une lumière implacable. La pulpe et la sève de la ville ont abandonné. Elle est fragile, impalpable, un vent pourrait la chasser le long du caniveau. Ses étincelles et sa chaoticité de jadis ont disparu. Elle est inquiète, a perdu sa confiance en soi, comme si la ville avait désarçonné et qu'elle, quitte néanmoins continuer sa chevauchée. J'ai senti qu'elle m'enviait, cela n'est pas pour te déplaire, ni elle ne m'en déprime pas moins. Et puis elle hésite, s'excuse, dit oh mais je vous ennuierais si je restais chez vous pour de bon, et elle me dévisage attentivement sans s'en laisser compter. Elle m'a amusé en prétendant que les rues de Cheltenham sont notoirement peu sûres, qu'il y a sans cesse des piétons tués par des cyclistes, qu'il est rare d'y passer en automobile sans qu'on vous demande de transporter un mort chez le docteur. Et puis, elle m'a raconté l'histoire d'une vieille dame de 94 ans qui tombe presque en morceaux, elle aussi, lorsqu'elle brise les braises de son feu. Il lui arrive de tomber, et quand on la relève on la trouve légère comme une feuille. Elle se tient dans une pièce éclairée par une fenêtre à tabatière et peut voir parfois s'agiter un arbre, mais elle ne sort jamais. Alric 6 mars. Il est incontestable que ce trimestre a été fort désagréable. Je fais remonter nos tourments au 3 janvier. Il faut incriminer surtout cette affaire de la nation, qui pèse sur nous, ne nous laissant un répit que pour nous accabler de nouveau. Commence le moment où elle plane, noire et basse, sur nos têtes. Massingam s'en va le 7 avril et notre revenu cesse. Ménard ne nous a fait aucune offre précise, mais pour cela, je pense que c'est assuré en ce qui concerne elle seulement. Cela ne représente que 120 livres sterling par an, et il nous faudra gratter le reste assez péniblement. Avec du journalisme, sans doute. Massingam est censé maintenant attendre le retour des Indes d'un certain monsieur qui lui fournira, sans faute, des fonds. Le projet est en suspens jusqu'en octobre, de toute manière. Mais ce n'est pas la question d'argent qui nous tourmente, c'est quelque chose de psychologique. L'abattement est plus réel chez elle que chez moi. Le mien va et vient comme une brume. Je me plonge dans des cercles divers, celui de Mairie, celui des Tels 101, le concert chez les Richemont, et je rentre à la maison soit surexcité, soit déprimé. Mes fauteuils ont l'air sales. Puis la question des mondanités intervient entre elle et moi. Serions-nous en train de devenir respectables? Irons-nous dîner chez les Richemont? Elle refuse. Je le déplore. Oui, en un sens, je le déplore sérieusement, ce refus de se livrer à des investigations de la vie banlieusarde.
J'aime les papotages et l'entrain que l'on trouve chez les autres. N'ai-je pas dit à l'instant que cela me déprime aussi? Oui, mais voilà, j'avais envie de rencontrer Percy Lubbock, et de me faire valoir à ses yeux comme une femme capable de parler raisonnablement, etc. J'invite trop souvent les gens à venir ici. Bref, je dois prendre en main la question des rapports sociaux. Je crois que 17. Marjorie Casnaudan, qui avait fréquenté la Royal Academy School avec Vanessa, dont il était resté la fidèle M, elle habitait Cheltenham avec une sœur 1, voire plus loin, 21 décembre 1925, note 10, 2. Bruce Littleton Richmond, 1871-1964, rédacteur en chef depuis 1902 du supplément littéraire du Times, il, et sa femme Elena, née Radbourne, 1878-1964, qui avait appartenu au cercle social des Stephans à Kensington, et qu'il avait épousé en 1913, à 490 mars 1923. Me voilà bien lancé dans ce projet de lecture, et j'espère progresser et y trouver ma consolation. Mais je n'en ai pas moins envie de remplir de plus en plus ma vie. La pauvre Catherine s'est mise à revenir sur terre. Elle a été aperçue chez Brett, par la femme de ménage. J'y vois comme un châtiment pour elle d'avoir écrit le genre de choses qu'elle a écrites. Brett m'a raconté l'histoire l'autre jour. Elle était si dépossédée, tellement écorchée que même si je l'avais voulu, je n'aurais pas pu lui enlever ce réconfort. Et je ne souhaite pas non plus, vraiment, faire obstacle à des investigations honnêtes, quelles qu'elles soient, du cerveau et des nerfs, étant donné combien j'ai souffert moi-même ainsi. Seulement Brett n'a pas l'esprit scientifique, elle prend aussitôt au sérieux les vieilles fables, et rabâche un certain jargon, appris de Dunning 3, mais qui s'est sans doute édulcoré en route, et qui met en cause le jour et la nuit, la naissance et, par conséquent, la mort, toute chose magnifique. Elle sent le contact, dit-elle, et a eu des révélations, et la voilà, sourde, blessée, solitaire, qui ressasse des idées de mort et entend des voix, lesquelles ne tarderont pas, je pense, à être entièrement imaginaires. Maintenant encore, le simple fait d'avoir abordé ce sujet avec elle a dépouillé l'image de KM d'une bonne part de sa netteté. Elle m'est, en effet, revenue distinctement lorsque j'ai lu ses lettres, et je l'ai surprise à cligner d'un œil lorsque l'on fit circuler la note de cette pauvre Brett, et elle dit, cette petite personne peut attendre, ou quelque chose de ce genre. Maintenant Bélie de l'être et lui prête toutes les qualités de l'esprit et du cœur. Les gens ont-ils toujours ce qu'ils méritent, et qu'aurait bien pu faire KM pour mériter cette piètre vie posthume, ou bien suis-je encore jalouse à présent? Non, je crois que l'on peut être sincère à mon âge. Dimanche, cette vieille Helena a traversé la pièce pour venir me parler. Oh comme je me suis sentie intimidée, comme elle paraissait mûre et superbe, tout en noir épais, profond et nous ne pûmes nous regarder en face du moins, moi, j'en fus incapable. Elle a dû me trouver mal mise, empruntée, banlieusarde, je n'en doute pas. Je prends des notes pour les utiliser plus tard, quand je voudrais reconstituer cette période. Je crois que nous sommes environnés en ce moment d'un sentiment de frustration et de futilité. Cela doit provenir un peu de la nation encore une fois, et un peu. Enfin, tant pis dès que je plante mes griffes dans mon travail, je me sens en sécurité. Elliot me déçoit un peu, lui aussi, il est maussade, géniard, égocentrique, ce qui revient à dire que la pauvreté n'est pas saillante. Il critique ce qui s'offre à lui. Au vrai, l'offre de collaborer avec Ward Smith n'a rien de bien engageant. Mais il discute et complique, vous donne l'impression qu'il craint la vie comme un chat craint l'eau. Et si je le lui laisse tant soit peu entendre, il n'est plus que griffe. Enfin, considérant toute la peine que je n'y suis donnée pour lui, j'éprouve probablement certains des sentiments bas et condescendants d'une bienfaitrice. Voilà qui est bien d'un Américain, dit-elle, et d'un névrosé, qui plus est j'ai consulté Bruce Richmond, autre preuve de mon importance. Il m'a dit catégoriquement, il n'est pas l'homme qui convient pour ce poste, je n'ai pu faire autrement que d'acquiescer. Mais toi, vis, comme je languis de te serrer dans mes bras à t'écraser. 3. Dunning, que les Mailles, et probablement Brett, avait rencontré chez Lynn Laurel, à Garsington, était un praticien yogi. Depuis l'hiver précédent, Murray était son ami intime et son voisin à Dinkling, dans le Sussex 1923-491 samedi 17 mars, date écrite, par extraordinaire, à 10 heures du soir, tandis que eux s'occupent de Tolstoï,
assis à la table blanche. 111e le tel, moins 11 alfle, un peu trop et que j'ai l'esprit saturé de la phélincelle, je m'y suis attaqué parce, ils nous lisons des pièces de théâtre au 46 maintenant, le 1 est devenu un centre. Pour combien de temps, je l'ignore, étant donné que le mariage de Ménard approche. Nessa, juché sur son bel arabe, autrement dit la vie, excepte le plus naturellement du inonde d'autres bouleversements, je crois que je m'en ressens davantage. Le 46 a été très agréable pour moi cet hiver. Avant-hier soir, les Nicholson ont dîné ici. Examinés à la lumière électrique, les œufs montrent des taches noires. Je veux dire par là que nous les avons jugés tous deux incurablement stupides. Lui, n'est qu'un faiseur, oh c'est tellement évident. Elle, d'après Duncan, se laisse souffler par lui ce qu'elle doit dire et ne peut jamais parler librement. Lytton était là, souple et subtil comme un vieux gant de peau, ce qui faisait ressortir encore leur raideur. Cessé fut une soirée rocailleuse et point abrupte. Nous finîmes passer des photographies. Lytton me dit, la physionomie de votre mère ne me plaît pas. Sa bouche a une expression mécontente et un rayon de lumière blafarde a zébré le rouge profond de mon passé crépusculaire. Et quoi encore, en ce qui concerne l'âme, j'ai été mortifié par Squire. Je lui avais envoyé mon article sur les mémoires en lui demandant ses conditions. Il l'a accepté, m'en offrant 13 livres. 15, et je dis, sinon renvoyez-moi le manuscrit et je l'ai reçu par retour de courrier. Je vais maintenant accepter les 13 livres que je n'obtiendrai peut-être plus, après tout. Cela ne me touche pas beaucoup. Je pense simplement que la pauvreté, avec les faux fuyants qu'elle vous impose, n'est pas saillante, comme je l'ai déjà dit. Ce pauvre Tom, l'autre jour, était au bord des larmes, en nous remerciant, au point d'être sans voix au téléphone. Il est brisé et n'en doit pas moins s'armer de courage pour prendre une décision. Acceptera-t-il la nation? Peut-il faire échec à Ménard? Je suis lasse d'écrire le mot garantie qui est ce qu'il réclame. Pour donner une idée de son état, Richemont m'a téléphoné à 10 heures du soir pour me demander d'intervenir auprès de Ménard. Selon lui, Tom paraît affolé. Que les gens affolés puissent s'occuper du supplément littéraire de la nation, j'en doute. Et c'est plus ou moins ma faute. Et j'ai perdu mon sentiment d'importance. Et après tout nous sommes heureux. Ralph fait partie tout tranquillement, sans dire au revoir. J'ai vu Osbert Sitwell, Sébastien Sprott et Monsieur Mortimer. Comme le dit Nessa, nous commençons à être à la mode. J'ai déjeuné chez Mary avec Sprott, puis, la tête pleine d'écho, au point d'en être ivre, nous sommes allés prendre le thé chez Zille, dans High Street, à Kensington. Je me sentais infiniment vieille et riche. Sprott est très pauvre. Sa mère fréquentait les ventes de linge, chez Barquet, c'est dire s'il connaît High Street. Je ne sais pourquoi son expérience me parut bien maigre. Son père est avoué à Crowborough. Il aimerait faire la connaissance d'Ottoline. Il est vorace comme un loup et croque les friandises d'une manière alarmante. Si j'avais connu Ottoline à son âge, moi, en fait, les lettres d'amour de Tolstoï et Conversations avec Tolstoï, da Begoldan Vézé, ces deux ouvrages, traduits par Koteliansky et, fictivement, V.W., parurent en mai et juin 1923. Épicène, où La femme silencieuse, comédie de Besançon, fut jouée pour la première fois en 1609. Ralph Partridge quitta la Hogarth Press le 14 mars 1923. Raymond Mortunet, né en 1895, élevé sur les terrains de golf et les champs de course, et réagissant contre, en conséquence, était passé par Balliol College, Oxford, et avait publié un livre, Light Oxford Circus, le cirque d'Oxford. En fait, il débutait dans ce qui allait être une carrière distinguée de journaliste et de critique littéraire. Un IOAE accent aigu la 111 tête le 1, E4, 4 mai 1923 493 pour le premier numéro de La Nation. Ne suis-je pas assise ici, à attendre qu'elle rentre de son bureau, comme une épouse quelconque? Cela m'ennuie d'être comme une épouse quelconque. Ah, le voici. Non, zut et flûte. Seulement Nelly qui sortait. Comme je viens de le dire, je ne puis m'étendre sur notre voyage, sur les temples, Brennan, l'Espagne, Paris, etc. Je suis resté à Paris dans l'idée d'affronter la vie. Oui, voilà que j'enfonce les éperons dans mes propres flancs et me vois franchir vaillamment les obstacles. J'ai franchi Jane, Harrison, et hop, Mirloxieux. C'est à peu près tout,
mais pas la langue française, devant laquelle je me suis ignominieusement dérobée, et maintenant il va falloir que j'apprenne à parler français si je veux me respecter moi, même à l'avenir. Je compte me servir de ce journal pour m'arracher à 15 jours d'une débauche de journalisme, de questions concernant la nation et le reste. Il faut que je m'établisse un programme de travail. Mais pour l'instant je vais me permettre un tour d'horizon. Marjorie, Joa, nous donne satisfaction, la preuve en est que nous ne remarquons plus guère son accent. Si elle ne réussissait pas, il nous agacerait d'une manière intolérable. Nos livres sont bien avancés. Morgan a dîné ici l'autre soir. Nous avons essayé de le persuader d'écrire pour nous en lui promettant 10 livres par 1000 mots pour la pâter. Mais je n'ai pas besoin de 200 livres par an, a-t-il dit. Je pense que je pourrais les dépenser si je les avais, mais je n'en ai pas besoin. À quelle vie serions-nous pu faire appel? La vanité n'entrait guère en cause. Et puis il tient rigoureusement aux principes. Certaines personnes qu'il respecte estiment que Massingam n'a pas été traité correctement. En tout cas, Morgan dédaignerait d'écrire pour nous, et non pour Desmond qui offre 4 livres au lieu de 10. Il a le désintéressement d'un saint. Nous n'avons pu insister. Pour l'instant, nous ne nous sentons pas encore vraiment solidaires de la nation. Cela viendra peut-être. Nous nous donnons beaucoup de mal. Cela comporte ses tentations et ses attraits. Mais dans quelle mesure les inconvénients sont-ils compensés? Je ne le sais pas encore. J'apprécie d'avoir le choix des livres nouveaux. Mon autorité personnelle sur l'équipe des critiques n'a rien de bien excitant. Peut-être suis-je un peu taquine. Les gens affluent, s'écrasent, se bousculent pour avoir du travail. Ce n'est guère amusant de dire « Voyons, ne vous tracassez pas, je ne vous en imposerai aucun. » Je me suis trouvé si souvent moi-même dans cette situation. Mais ces plaisirs ne vont pas très profond. J'ai bien peur que lecture ne soit de nouveau menacée d'être mis au rencard. Je ne puis me permettre de ne pas gagner d'argent pour l'instant. Un article par mois rapporte environ 15 livres. Et cela me prend précisément le temps que j'économise sur mon roman. Mais en calculant bien mon travail, je crois que je puis trouver un peu de temps ici ou là pour lecture. J'en suis au chapitre du grec, dans lecture. Vais-je lire un peu de grec? J'ai idée que je dois me contenter d'esquisser le chapitre et puis de l'enrichir constamment d'une fois à l'autre. À moins que je ne me plonge dans les premiers Élisabéthins sur lesquels je suis si ignorante. Que s'est-il passé entre Chaucer et Shakespeare? C'est un point de départ qui me tente. Prendre des notes alors, et dès que l'occasion s'en présente m'attaquer au Patson et à Chaucer. Je pourrais lire aussi Troilus et Cressida, mais je n'en ai pas envie d'eux. Avant de les emmener chez lui, dans la Sierra Nevada, Gérald Brennan avait rejoint les Wolf à Grenade, où ils avaient passé 2 soirées chez ses amis Charles Lincey-Temple, ancien gouverneur du Nigeria, et sa femme, voire aussi V.W., de l'été. Ii, numéro 1376 et 1380, le drame romanesque de Shakespeare où l'on retrouve les protagonistes de la guerre de Troie. 494 mai 1923. Dimanche 12 mai. Il est curieux de constater que lorsque je suis trop troublé pour lire, je puis quand même écrire ce journal. Quand NNEC dimanche, je m'occupais à liquider de vieilles lettres, presque machinalement, et voilà que 7 heures sonne. Puisqu'on ne peut jamais tirer grand parti d'un quart d'heure, autant que je m'essaie à un portrait. Karine était ici hier, avec Anne. Adrien est complètement brisé par sa psychanalyse, longue interruption au sujet de l'impression de rite 3, son âme est mise en morceaux en vue d'être reconstruite. Le docteur dit qu'il est une tragédie en soi, et cette tragédie consiste en ce qu'il est incapable de savourer la vie. J'en suis probablement responsable. J'aurais dû faire corps avec lui au lieu de m'accrocher aux aînés. Ainsi, il a dépéri, il a pâli sous une chape de joyeux frères et sœurs. Karine dit que nous constaterons un grand changement d'ici à 3 mois. Mais Noël, Olivier, aurait fait ce qu'aucun de ses médecins ne peut faire. La vérité est que Karine, étant sourdée, comme elle le dit elle-même en toute franchise, votre belle-sœur manque d'humanité, vous l'avez sans doute remarqué. La vérité est qu'elle ne fertilise pas ces parties submergées qui existent chez Adrien. Moi non plus. Si maman avait vécu, ou si l'on avait tenu papa à l'écart, enfin, c'est en faire beaucoup trop de cas que d'appeler cela une tragédie. Anne est pareille à lui, pâle, maigre, hypersensible, avec ses longs doigts froids que je connais si bien. Pour ma part, je doute que la vie de famille ait tout le pouvoir néfaste, et la psychanalyse tout le pouvoir bénéfique qu'on leur attribue. Karine m'a plu, et m'a fait pitié aussi, et alors je me suis sentie envahie d'une sorte de découragement,
qui ne méritent pas d'être consignés ici. Morgan m'a dit que lorsqu'il discutait des romanciers avec Mortimer, l'autre jour, ils sont convenus que Lawrence et moi étions les deux seuls dont l'avenir les intéressait. Ils sont tout excités à la pensée de mon prochain livre, que je songe à premier les heures. Voilà qui m'encourage. Chose curieuse, j'obtiens des éloges de mes contemporains ou de personnes plus jeunes que moi, jamais des vieux routiers censés descendre si généreusement de leur piédestal avec des paroles d'encouragement. Lundi 4 juin atteint mais je ne puis décrire Garsington là. 37 personnes NS3 pour le thé, un groupe de jeunes gens pas plus gros qu'une botte. Times 5 d'asperges qui marchaient de long en large et tournaient en rond, juin a 10 compliments, prévenance, et puis cette boue glissante qui est juillet. Nadis ce qui m'intéresse pour l'instant. Le dégoût des êtres humains 7. Nadis s'est emparé de moi dégoût de leur manque de sincérité, de leur 2h18 vanité. Un entretien fastidieux et plutôt avilissant avec Hot, hier soir, est à la base de ces griefs et puis le mélange dans mon esprit de la suavité et de la gentillesse avec le mépris et l'amertume. Elle est d'un tel égocentrisme. Je suis plus sensible que la plupart des gens, dit-elle à Julien. Les premières paroles qu'elle disait en toute sincérité. Elle en revient sans cesse à ce sujet à elle-même, s'entend, et ses mensonges ont tout brouillé. Pourtant le samedi soir 3, voire plus loin, 30 septembre 1925, note 18, 1. Les Wolves se rendirent à Garsington le samedi 2 juin, dans l'après-midi. LW rentra à Richmond le dimanche soir, et VW partit avec Lytton le lundi. Elle m'a plu. Ceci était tout à fait clair pour moi il y a quelques minutes, mais maintenant je ne puis l'écrire. Lytton et moi avons parlé pendant tout le trajet en train. Il a vu un temple grec à ce gestueux d'eux. Et voilà bien ce que j'adore chez lui, son enthousiasme pour la beauté. Il le comparait à Sophocle. On voyait un mer entre les colonnes. Puis nous discutîmes de Shakespeare. Il déclara qu'il avait envie d'écrire sur Shakespeare dramaturge, mais non sur le philosophe ou le poète. Qu'il voulait discuter ses contrastes. La scène avec Emily, et dans Othello, par exemple. Il écrira peut-être sur Lear, de ce point de vue, et sur Thomas Lyron et les lettres de Falary. Je crois qu'il a écrit quelque chose qui lui plaît. Il est parfaitement heureux. Il est amoureux de Ralph. Il est d'une extraordinaire simplicité, dit-il tendrement, humble avec émotion, parlant de Ralph autant que d'Othello. Mais pourquoi ne serait-on FPA content rien que d'être Lytton si sincère, si doux, infiniment subtil et humain? Il est rare que je reste longtemps en accord total avec quelqu'un, mais là en ce cas, je pense que j'aurais tort. Lord David est joli garçon 3. Puffin à se quitter les vieillots, quelconque, vif comme un gamin des rues. Sackville-Ouest me fit penser à une demoiselle de magasin malgracieuse. Ils ont tous la même manière de parler rapide et syncopée, la même politesse, la marne insignifiance totale. Nous avons cependant demandé à Lord David et à Puff d'écrire pour La Nation, et aussi à un certain Hartley 4, Greatern. Ce qui m'exaspère, c'est d'écrire comme cela ici, alors que j'ai parlé tout différemment à Hot. Je suis exagérément querelleuse dans l'intimité, un peu pour m'affirmer. Me voilà soudain très intéressée par mon livre. Je voudrais y montrer ce qu'il y a de méprisable chez les gens tels que Hot. Je voudrais rendre les dérobates de l'âme. J'ai fait preuve de trop de tolérance bien souvent. La vérité est que les gens se soucient fort peu les uns des autres. Ils sont en proie à un instinct de vivre forcené, mais ils ne s'attachent jamais à rien d'extérieur à eux-mêmes. Puff a dit qu'il aimait sa famille et qu'il ne ressentait aucun besoin de renverser quoi que ce fût. Il déteste l'inconvenance à froid. Lord David également. Ce doit être une phrase type de leur coterie. Puff a dit, je ne sais plus au juste. J'ai fait le tour du jardin potager avec lui, passant devant Lytton qui, assis sur un banc vert, flirtait avec Biam Shout, et le tour du champ avec Sackville-Ouest, qui me dit qu'il allait mieux et qu'il écrivait un meilleur roman, et le tour du lac avec Menacège 6, juif égyptien qui me dit qu'il aimait sa famille, et qu'ils étaient tout fous, les jeunes d'Oxford, et parlaient comme dans les livres, et il prétendit qu'il citait au printemps, Lytton, accompagné de Carrington et de Ralph, avait rejoint James et Alix Strachey pour un voyage de 2 mois autour de la Méditerranée, visitant l'Algérie, la Tunisie, la Sicile et l'Italie. Ils avaient passé une semaine à Payenne, ce qui avait permis à Lytton de voir ses gestes. Lord David Gascoigne Cécile, 1902-1986,
fils cadet de la marquise de Salisbury et neveu des amis de V.W. Lord Robert et Lady Eleanor Cecil. Il était encore étudiant à Christchurch. Anthony Puffin Asquith, 1902-1968, fils unique de Monsieur Asquith, le précédent Premier ministre, et de sa seconde femme, Margot. Il était étudiant à Balliol, Oxford. Charles Sackville-West, fils unique du baron Sackville, et cousin de Vita, était à Christchurch. Leslie Paul Hartley, 1895-1972, avait réintégré Balliol après avoir été mobilisé pendant la guerre. Anthony Asquith devait devenir un metteur en scène de renom, les deux autres et Lord David, des écrivains d'une certaine réputation. James Byam Shaw, après des études à Westminster et Christchurch, devait être un spécialiste distingué de la peinture des XVI siècle VI. Jean-André Moïse de Menasse, né en 1902, fils du baron Félix de Menasse d'Alexandrie, fut étudiant à Balliol de 1921 à 1924. Il devait plus tard entrer dans l'ordre des Dominicains et devenir le révérend père. Pierre de Menasse 496 juin 1923 mes écrits, et aimerait que j'aille leur faire des conférences. Et puis il y avait aussi Mrs. Asquith. Elle m'impressionna, elle est d'un blanc de pierre, avec les yeux bruns et voilés d'un faucon, et dans ses yeux plus de profondeur et d'attention que je m'y serais attendu, un vrai personnage, avec sa bienveillance, son aisance et ses manières décidées. Aussi seulement nous avions pu avoir les poèmes de Shelley sans Shelley lui-même, s'écria-t-elle. Et elle proclama que Shelley était parfaitement intolérable. Une puritaine rigide, glacée malgré les millions qu'elle dépense en toilette. Elle chevauche la vie, si vous voulez, et a ramassé une ou deux choses que j'aimerais bien m'approprier. Moi aussi, mais que je n'aurai jamais. Mrs. Asquith entraîna Lytton à l'écart et s'accrocha à son bras pour hâter le pas, dans sa certitude que des gens la poursuivaient. Pourtant elle est très affable avec les gens quand il le faut. Elle s'assit sur le rebord de la fenêtre pour bavarder avec une brune minable brodeuse pour laquelle Hotte a des bontés. C'est bien là un des traits horribles de Hotte. Elle est toujours à faire des bontés pour pouvoir se dire le soir au coucher, et puis Ottoline invite aussi la petite brodeuse à sa réception, mettant ainsi la dernière touche à son autoportrait. Ce genre de dérision peut provoquer un malaise physique. Elle m'a dit que j'avais une mine superbe, ce qui me déplut. Pourquoi? Je me le demande. En partie parce que j'avais eu la migraine, peut-être. Mais se bien porter et se servir de sa force pour obtenir davantage de la vie est certainement le plus grand plaisir qui soit au monde. Ce qui m'est pénible, c'est de sentir que je dois toujours faire attention à moi, ou qu'on prenne soin de moi. Peu importe. Travail, travail. Lytton dit que nous avons encore 20 ans devant nous. Mrs. Asquith révéla qu'elle aimait Walter Scott. Si j'avais le temps, je décrirais la visite surprise de Sydney et les révélations que je lui ai faites sur la duplicité de Murray-Set. C'est vraiment un grand choc, a dit Sydney, et il prétend que Murray a un ange et un diable en lui. C'est tragicomique, dit Sydney, mais je le crois pour de bon. Et Dunning le croit aussi. Je ne puis m'empêcher d'aimer Sydney fondamentalement honnête, fondamentalement faible, crédule, et maintenant il se range pour prendre du repos, ce qui est délicieux. Et il est végétarien. C'est une telle simplification, selon lui. Mais pour vous raconter tout ce qui m'est arrivé, il me faudrait une semaine entière, où je vous verrai chaque jour. Le végétarisme fait partie de toute une révolution comme si je ne le savais pas sans qu'il soit besoin de me le dire. Et la Delphi 8 m'en informerait si je l'ignorais. Maintenant, à l'urne funéraire pour le Times 9. La duplicité de Murray se rapporte probablement à une erreur d'interprétation de V.W. qui avait cru que Murray avait proposé de faire office de directeur littéraire de la Nation jusqu'à ce que le nouveau titulaire du poste soit définitivement nommé. V.W. dut raconter quelque chose en ce sens à Sydney Waterloo à un certain moment, car un peu plus tard en juin, elle écrivit pour corriger son erreur, voir V.W., de l'été, II, numéro 1402. Il semble aussi qu'elle ait dit quelque chose de ce genre à Ottoline Morel, ibidem, ri 1400. Muni avait apparemment offert simplement d'écrire pour le journal et d'apporter d'une façon générale son aide pendant la période de transition après que Hubert Anderson eut succédé à H.W. Massingham à la direction générale. Depuis la mort de Catherine, Murray était passé par une expérience mystique. Avec le soutien de Thornlinson et de Sullivan, plus qu'Oteliansky pour gérant,
Il venait de lancer un nouveau mensuel, La Delpisi, dont le contenu répondait aux critères. Donner un sens à la vie, l'éditorial préliminaire était d'un ton personnel et exalté, et le premier numéro fut épuisé. Urne Burial de Sir Thomas Browne, l'essai de VW sur l'auteur, qui parut dans le TLS du 28 juin, traitait également de Garden of Cyrus et de Religium d'ici 498 juin 1923. Médecins le disent aussi. Lui penche plutôt pour les examiner très froidement. Il n'a rien à faire, aucune impulsion. Il sort tous les soirs, va un peu partout. Clive lui fit assaut d'anecdotes sur le demi-monde. Le lendemain, Clive téléphona pour me dire qu'il avait eu honte. J'ai idée que Clive cherche à réduire sa voilure dans sa vie de plaisir. Mais comme toujours, je voudrais. Mais quoi au juste? Quoi que je puisse avoir, je dirai toujours, je voudrais. Il me vient toutefois à l'esprit que demain, au concours hippique, m'asseoir sur la pelouse en compagnie de elle sera très satisfaisant. Mais je voudrais aussi aller à l'opéra. Léonienne prétend que nous nous sentons tous des exclus. Pourtant, il dispose de 8000 livres par an, impôts déduits, a 2 maisons, 2 enfants, une automobile. Nous essayons de nous impressionner mutuellement, dit-il, et dans ce but il m'a raconté un voyage à Cherbourg. Et, certes, j'ai été profondément impressionné. Je me suis dit, il a fait la traversée sur l'Aquitania, puis il s'est trouvé libre d'aller où bon lui semblait. Il mène une vie pleine de romanesque. Et c'est moi qui jouis de ce romanesque en y pensant, pas ce pauvre Léo, qui est recouvert d'un glaçage, comme une langue en gelée. Quant au reste, je devrais écrire à Mrs. Elliot, et va m'y mettre tout de suite. Je ne dis donc rien de l'exposition de Duncan, rien de Molly Hamilton ni de Anderson qui ont dîné ici hier soir, ni de Bob non plus. Mardi 19 juin, j'ai pris ce cahier avec la vague intention d'écrire quelque chose au sujet de mon idée qui m'est venue en jetant un coup d'œil sur ce que KM dit de son propre travail dans le I de Colombe 19. Mais un coup d'œil seulement. Elle s'étend beaucoup sur la nécessité de ressentir profondément les choses, et aussi sur sa pureté, mais je n'épiloguerai pas, encore que ce ne soit pas faute de pouvoir le faire, naturellement. Mais moi, qu'est-ce que j'éprouve en ce qui concerne mon travail? Ce livre, oui, les heures, s'il doit conserver ce nom, pour écrire, il faut sentir profondément, dit Dostoïevski. Est-ce mon cas, ou bien serait-ce que je procède avec des mots, parce que je les aime tant? Non, je ne crois pas. Pour ce livre, j'ai presque trop d'idées. Je voudrais exprimer la vie et la mort, la raison et la folie. Je voudrais critiquer le système social, le montrer à l'œuvre dans toute sa rigueur. Mais là, il se pourrait que je pose. Cam écrit ce matin qu'elle n'aime pas dans le verger 2 degrés. Me voilà aussitôt revigorée. Elle écarte tout motif d'éloge, et ainsi me fait sentir que même 13. Le paquebot transatlantique de la Cunard, Aquitania, lancé en 1914 et réaménagé accent aigu après la guerre, était considéré comme aristocrate de l'Atlantique. Vivienne Elliot, née Egloud, 1888-1947, était atteinte depuis des années de troubles d'origine apparemment névrotiques, et elle venait récemment d'être très mal. On ne connaît pas de lettre de VW écrite à cette date, mais dans une autre, écrite en août, VW indique: cette pauvre Hélène Elliot a fait une rechute et elle s'en prétend responsable, du fait de son imprudente habitude d'écrire des lettres. Duncan Grand exposa en juin, à l'Independent Gallery, des dessins et des tableaux récents, dont le portrait de Lydia Lopokova. Hubert Douglas Anderson, récemment nommé directeur du nouveau journal Les Nations et ATTN. Il était marié à Fed Bajonal. L'introduction qu'écrivit J. Monsieur Murray pour le Vie de Colombe et autres nouvelles, de Catherine Mansfield, contient plusieurs extraits du journal de l'auteur. Dans ces extraits, KM exprime le besoin de sentir profondément ce qu'elle écrit, et déplore ne se sentir ni pure de sœur, ni humble, ni bonne, voire aussi plus loin. 28 juin 1923, note 25, Indoor Car paru dans le Criterion d'avril 1923. Arnold Forster écrivit de Cornouailles à VW le 17 juin 1923. Non, je ne crois pas avoir vraiment aimé dans le verger, mais c'est aussi que je suis une critique jalouse et que je vous aime beaucoup. Juin 1923, 499 sans éloge. Je me satisferai de continuer. C'est ce que m'a dit Duncan, l'autre soir, à propos de sa peinture, et l'impression d'émerger de toutes mes robes de bal pour M s'est retrouvée nue,
ce qui, je m'en souviens, était chose fort agréable. Mais continuons, les heures n'y sont-elles dictées par de profondes émotions? Naturellement, la partie de la Bible m'éprouve beaucoup, oblige mon esprit à de telles contorsions que j'ai peine à envisager d'y consacrer les prochaines semaines. Mais il y a aussi cette question des personnages. Les gens comme Arnold Bennett disent que je ne sais pas créer, ou que je y ai pas fait dans la chambre de Jacob, des personnages durables. Ma réponse est, mais je m'en remets à l'innation. Ce n'est que ce vieil argument que maintenant qu'un personnage s'en va en lambeaux, le vieil argument qui remonte à Dostoïevski. Il est exact, j'y conviens, que JC n'est pas le don de la réalité. Maté réalise à dessein jusqu'à un certain point, ni méfiant de la réalité, de sa petitesse. Mais allons plus loin. La vraie réalité, ai-je qu'à pouvoir de l'exprimer, ou bien serait-ce que je me limite à écrire des essais sur moi-même? J'aurais beau répondre à ces questions dans qu'un sens le moins favorable, il ne m'en resterait pas moins cette fièvre d'écrire. Et, pour aller au fond des choses, maintenant que je n'y suis remise au roman, je sens ma force sourdre tout droit de moi en un énorme flot. Après une dose de critique, je sens que mon écriture part de biais, que je n'utilise qu'un angle de mon cerveau. Celle-là m'est justifiée, car pouvoir utiliser librement toutes ses facultés est signe de bonheur. Je me montre de meilleure compagnie, plus humaine. Cependant j'estime qu'il est très important dans ce livre d'aller au cœur des choses, même si elle ne se prête pas, comme elle le devrait pourtant, aux embellissements du langage. Non, je ne m'incline pas devant les muries, qui me taraudent comme des aoutas. Ces irritations sont pénibles, voire dégradantes. Toutefois, pensons au XXe siècle. Il est vrai qu'à cette époque on ne s'en cachait pas comme aujourd'hui. Pour en revenir aux heures, je prévois que ce sera une lutte terrible. Le thème est si étrange et si puissant. Pour m'y conformer, je suis constamment obligé de puiser dans ma propre substance. Assurément le thème est original, il m'intéresse prodigieusement. J'aimerais y travailler sans m'arrêter jamais, jamais, écrire vite, impétueusement. Inutile de dire que c'est impossible. Au bout de ces 3 semaines qui viennent, je serai à sec. Cette très boiteuse confession concernant l'âme étant faite, je puis maintenant me tourner vers le corps qui est l'argent, l'Amérique et Mrs. Crowninshield. On me demande d'écrire dans Vanity Fair, et je toucherai, selon Clive, 25 livres sterling les 1500 mots, alors que j'en obtiens 15 de la Nation et qu'il n'y a pas de mois j'allais porter moi. Même à Jack Squire des articles à 13 livres les 5000 mots. Cela vous plaît-il d'être célèbre m'a demandé hier Marjorie, Joa. La vérité est que je suis mise en vedette, mais que bien des gens disent que je ne durerai pas, et c'est bien possible. Ainsi j'en reviens à ma vieille impression que le dénuement constitue l'armature de mon existence, et c'est bien vrai Tosquin, Loucher, mais le journal d'un écrivain donne, Tosquier, jaillir. L'article d'Arnold Bennett is de nouvelle de Keying, est-ce la ruine du roman paru dans Castle's Weekly, du 28 mars 1923. On y lisait j'ai rarement lu un livre aussi intelligent que La Chambre de Jacob, de Virginia Woolf, mais ces personnages ne survivent guère dans l'esprit. Parce que l'auteur est trop obsédé d'originalité et d'intelligence. La réponse de W. Embryon de ce qui serait Monsieur Bennett and Mrs. Brown paru dans La Nation et Athénaeum du 1 décembre 1923. Ce tout petit acarien appelé aussi vendangeon provoque une sorte de gale très pénible mais sans gravité. Frank Crowninshield fut éditeur du Vanity Fair de New York de 1914 à 1935, 500 juin 1923. Quant au reste, il est signalé en 01101.1. 11 naissait jusqu'au fin fond de Westbridge 24 que l'opprobre s'est abattu sur nous et que nous serions complètement absorbés par les affaires de l'INCTT 011. Il n'en est rien à une heure, GART Illouz. Le contenu de la serviette de elle ne me passionne plus. Mais il y a trop qu'elle tire dont est bien certaine, et je m'en vais la confier à mon journal. C'est qu'il nous faut quitter Richmond pour nous installer à Londres. Je connais si bien mes arguments que je ne prends pas la peine de les coucher par écrit. Mais lorsque les choses s'imposent à moi en Annie et Nest en fulgurant, je parviens généralement à n'y fin parce qu'il s'agit alors de choses importantes pour moi. 11 me reste à convaincre et puis, mon Dieu, le déménagement, la panique, les bonnes. Enfin, c'est la vie.
Il ne faut jamais rester dans un endroit quand on n'en a plus envie. Jeudi 28 titre. Il se peut que ce soit cela la vie, mais je doute de jamais pouvoir en convaincre elle, et c'est dérouté et découragé que je m'assieds ici pour envisager de continuer à vivre en sourdine, en demi-ton dans la banlieue. Car maintenant que j'ai passé 40 ans, les talents que je possède ne vont plus se recharger d'eux-mêmes. Et je souffre plus que elle de passer à côté de la vie, car pour lui ce n'est pas la vie au sens où moi je l'entends. Au pouvoir sans effort entrer et sortir des choses, m'y plonger au lieu de demeurer sur les bords. Je m'insurge contre cette fatigue, ce gaspillage. Maintenant, voilà ma soirée perdue parce que je dîne chez les miens. Et quel parti prendre à présent ? En fait, je crois qu'il me faut découvrir exactement ce que tout cela représente pour moi. Mais la moitié de ma panique provient de ce que elle, loin d'être prête à comprendre, comme je le croyais, détient le vieil obstacle inébranlable, ma santé. Je ne puis faire bon marché de sa tranquillité d'esprit, et pourtant l'obstacle, assurément, n'a plus la moindre réalité, et nous ne devrions plus lui permettre de dominer les courtes années qui nous restent à vivre. Au les laisser s'écouler ici, avec tous ces vides, toutes ces coupures. Avoir toujours un train à attraper, devoir toujours perdre du temps, rester assise ici, à attendre le retour de Léonard, passer des heures debout devant le casier des caractères avec Marjorie, à me demander à quoi bon tout cela alors que je pourrais tour à tour aller entendre un peu de musique, jeter un coup d'œil sur un tableau, faire une découverte au British Museum ou m'aventurer parmi les humains. Parfois, je me contenterai de descendre chez Abside. Maintenant je suis liée, prisonnière, paralysée. Ma seule ressource est de feindre d'écrire quelque chose de très important, ou de lire dans l'intention d'écrire un livre, que je n'écrirai jamais. Je laisse ma plume se précipiter d'elle-même sur le papier, comme un léopard assoiffé de sang, et puis je dois aller me laver et m'habiller. Et il ne vous faudra donc pas, dans les années à venir, considérer trop durement ce premier cri de protestation, qui en exprime aussi bien d'autres, jusque la retenue, là est l'essentiel de ma plainte, être à jamais des banlieusards. Je ne pense pas qu'elle attache autant d'importance que moi à aucune de ces choses-là. Mais mon Dieu, non pas Dieu au sens grave que lui prête KM, 25, c'est là une autre allusion à la lettre de K, mentionnée plus haut. Note 20. Monsieur Forster vivait à Westbridge avec sa mère, LW, avait certainement dû s'entretenir avec lui au dîner des apôtres qui avait eu lieu le 15 juin. Mon Dieu, rends noix limpide comme le cristal pour que la lumière brille à travers moi. Et ce passage du journal de Catherine Mansfield est cité par Murray dans son introduction à Feed of Nest and Other Starry juillet 1923. 501. Tout ce que je lui dois, tout ce qu'il y est ne donne lourd-temps. Voyons, nous pourrions profiter de la vie bien davantage encore. N'est-il pas trop puritain, trop attaché à une règle de vie? N'accepte-t-il pas trop docilement, ou plutôt avec une maîtrise de soi trop spartiate, une discipline draconienne? Nous avons tous deux en nous un élément très différent. Mon côté sociable, son côté intellectuel. Ce côté sociable est très authentique chez moi, et je ne lui trouve rien de répréhensible. C'est un bijou que j'ai hérité de ma mère, un plaisir à rire, je ne sais quelle stimulation, mais pas entièrement égoïste ni vaine, que m'apporte le contact de mes amis. Et alors les idées jaillissent en moi. Bien plus, j'ai besoin à présent pour mon travail de relations plus libres, de relations plus vastes, et ayant un petit peu travaillé, maintenant que 1111 et j'ai 41 ans, je reçois en partie mon salaire en invitation. Je pourrais faire des connaissances. C'est impossible à Richmond. Ou bien nous recevons Malaisiens à de longs intervalles, ou bien je fais mes incursions frénétiques à Londres et dois prendre congé avec un sentiment de culpabilité quand 11 heures sonnent à l'horloge. Mais laissez-moi remarquer qu'il est très surmené, la situation actuelle va durer jusqu'à Noël, se faire constamment du souci est funeste et cruel, et ne sert qu'à rendre la question plus difficile à régler à l'amiable. Je m'avoue cependant découragé, dérouté. Samedi 8 juillet donc nous sommes allés dîner chez les Miers, et c'est aujourd'hui le jour le plus chaud de l'année. Mais je ne veux pas gémir, ayant vu quantité de gens. De toute façon, s'il nous faut déménager, ce ne peut être avant l'automne ou le nouvel an. De toute façon, je n'ai pas non plus à me plaindre, ou guère. Je suis vivante, assez active, sollicitée d'écrire dans 2 journaux américains, etc. Je n'ai jamais dit que Vanity Fair m'avait fait des propositions, et le Dial et le Nouveau Brome, tout comme La Nation et le Teinte,
et je ne puis m'empêcher de me croire une des femmes de mon époque les plus appréciées comme journaliste. Mais ce n'est pas beaucoup dire. J'aimerais pouvoir écrire les heures aussi spontanément et vigoureusement que je griffonne Fréchouetté, ma comédie de. C'est curieux comme je trouve ardu d'écrire mes romans, et pourtant Fréchouetté n'est qu'un divertissement plein d'entrain, alors que les heures a le mérite d'être sérieux. J'aimerais pourtant lui insuffler quelques fougues et plus de vie. J'ai cédé à la tentation, il y a une semaine, d'écrire une comédie. J'ai fait aller vivement ma plume chaque jour et compte bien avoir terminé demain. Mais j'éprouve une certaine répugnance à m'enchaîner de nouveaux heures. Tant pis, si le livre m'ennuie, qu'il aille au feu. La seule mention du feu est pénible. Il y a des éternités que je n'ai rien dit du temps. Mai et juin se sont évanouis dans une mince et froide brume. L'année se les a laissés voler. Incidemment, en relisant ce cahier, je me suis promis de soigner un peu plus mon écriture et de rapporter textuellement les conversations. Mais ils mettront ne trouve mention nulle part d'une contribution de V.W. au Vanity Fair de Frank Roninchiel, mais au cours de cette année-là, des œuvres d'elle furent publiées dans Brorn, qui avait pris à New York la suite de la revue internationale des arts que dirigeait Harold Loeb et qui paraissait auparavant en Italie, dans la New Republic et dans Dial. 4 ans auparavant, V.W. avait noté les super possibilités de Fréchouetté pour une comédie, voir V.W. Journal, janvier 1919. En fait, la pièce ne fut terminée et jouée qu'en 1935, et elle fut publiée en 1976 avec une préface de Lucia Perruotolo, ni 3, AI.4S0, accent graphe 444 AC 502 juillet 1923 serait difficile de m'appliquer puisque c'est toujours pour tuer le temps. Profiter c'est mes moments perdus ou essayer de calmer ma nervosité que je me mets à ce cahier quant à rapporter les conversations. Rien n'est plus ardu. Voyons que j'essaie. Desmond Jeannette Léonard Virginia Desmond, je ne peux pas rester pour le dîner. Non, il faut que j'aille retrouver ma mère. C'est vraiment une vieille femme maintenant. Elle a été projetée à 10 mètres par ce fiacré, bien qu'elle ne se soit rien cassé, elle a perdu la mémoire et elle ne fait que répéter la même histoire. Elle en revient toujours à son accident. J'y vais l'emmener à l'île de Wight. Entre Jeannette, j'étais bien décidée à venir Virginia, et la forêt, est très beau, Desmond, tous les chênes sont dévorés par les chenilles, oui, sous les arbres on entend comme un crépitement. Ce sont les chenilles qui travaillent des mandibules et si elles s'attaquent 3 ans de suite à un arbre, c'est sa mort. Jeannette, oh, mais c'est épouvantable. J'espère bien que cela n'est pas arrivé à Nage et à nous. Léonard, eh bien, Desmond, c'est fini cette querelle. Virginia, donnant une explication à Jeannette, ils sont en rivalité. Voyez-vous, Desmond est rédacteur en chef du Newstet Zinan. Ils se volent mutuellement leurs critiques. Léonard, Desmond me vole mes critiques. Desmond, oh, c'est une querelle montée de toutes pièces. Voyons, qui avez-vous cette semaine? Léonard, Bertie et Graphe 3. Desmond, oh, c'est parfait en ce cas. Bertie, je l'aurai la semaine prochaine. Suivent quelques potins sur la nation. Desmond, avez-vous lu le second numéro de la Delphi? Avez-vous lu Murray? Je n'ai été qu'un misérable pêcheur. Saint-Jean-Murray, il se frappe la poitrine. J'ai menti, j'ai triché, j'ai raillé ce que j'aime, mais maintenant je dis la vérité. On dirait un prédicateur du renouveau religieux. J'ai vu Sullivan cette fin de semaine. Il dit qu'il n'approuve pas Murray. Il ne fait pas partie de cette clique. Il dit le juger sur ce seul témoignage, on ne pourrait le croire sincère. Mais il le prétend sincère. C'est encore une fois le truc du John Bull. Si chaque lecteur amène un autre lecteur, et cela, venant après ces révélations à propos de la mort de Catherine Jeannette Caz et sa sœur Amphi s'était retirée dans la New Forest à la fin de mai 1911. 3. Bertrand Russell et Robert Grave, dont le long poème de Féaté Bed allait être publié par la Hogarth Press. 4. On s'agit là d'une allusion aux méthodes de développement des ventes du financier véreux, Horatio Bottomley, qui avait fondé l'hebdomadaire populaire, On Bulle en 1906. Pendant plus de 2 ans, Mur publia dans son Adelphi un choix des écrits laissés par KM à sa mort juillet 1923 503 VI. Je ne trouve rien à redire à ce que l'on ouvre son cœur, mais là où je proteste, c'est quand je m'aperçois que ce cœur est vide. Murray n'a absolument aucune révélation à faire, mais il a monnayé son silence. Jeannette, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il parle de la mort de sa femme,
Oh voyons. Desmond, Mortimer a rendu compte de Catherine cette semaine, mais il n'est pas allé jusqu'au tréfonds. Ni moi non plus. Écoutez, Desmond, j'ignore quelle en est la raison, mais le faucon s'améliore un peu plus chaque jour. Il n'a encore jamais été aussi bon. Les gens parlent de lui, disent qu'il ne lirait pas le journal si ce n'était le faucon 6. Virginia, il n'était pas si mauvais que cela auparavant. Autres échanges de potins entre Desmond et Léonard. Jeannette, s'adressant à moi. Mardi 17 juillet, j'ai oublié maintenant, car on est le 17 juillet, ce que me disait Jeannette. C'était une journée très chaude, je m'en souviens. Laissez-moi me risquer à noter une autre conversation. Mais elles ont été bien nombreuses. Si nous faisions un essai avec le vieux Birel hier soir, personnage, oh, Birel. Francis Bettoni BL Evesen, le 70 Elm Park Road, d'abord la salle à manger au lambris sombre, ensuite la bibliothèque, pièce juste au-dessous de la pelouse d'un vaste jardin, des livres tout autour, rangés régulièrement, dos après dos de publications en série ou d'édition. Au mur, des autographes encadrés. L'un de l'emmairie doit me quitter, elle va être malade. Prévenez Force T7, à Birel, oh, ça c'est affreux. C'est un beau vieillard à la forte carrure, négligé, en chemise bleue, les cheveux gris, pas de cravate. Très vigoureux et viril dans le style victorien. Je suis allé assister à une séance de lecture de Dickens à Liverpool. Il distribuait des billets en prime. Il devait prononcer le nom d'une jeune fille appelée Welley, Miss Welley, dit-il. Et je vous assure qu'il y avait là des évêques, des maires, des juges, toutes sortes de personnes, et qu'elles éclatèrent toutes de rire. Aucun autre humain n'aurait pu obtenir cela rien qu'en mentionnant le nom d'un de ces personnages. On l'aurait pris pour un acteur ou un marin. Il avait un habit bleu et une énorme cravate, vraiment, il vous impressionnait. Docilement, filialement, et tacret, l'avez-vous connu? Abbé? Non, je ne l'ai jamais vu. Dans sa critique roman nouveau, paru dans le New Statesman du 7 juillet 1923, Roland Mortimer consacrait une grande partie de sa page à des considérations sur le talent de Catherine Mansfield, tel qu'il apparaissait après la publication posthume de ses nouvelles réunies dans le Nid de Colombe. Desmond McCarthy signait Aimable Faucon la chronique hebdomadaire livres en général. Est-ce qu'il donnait au New Statesman? S'agit sans doute de la lettre écrite par Charles Limbaugh à Édouard Moxon en avril 1833, et que l'on peut lire dans le volume 111 des lettres de Charles Lamb, présenté par E.V. Lucas, 1935. Mary va partir pour être de nouveau malade. Veuillez le faire savoir dès que possible à Force T. Il devait venir dimanche. C'est lent. Veuillez prévenir Force T. John Forster écrivit plus tard la biographie de Dickens, juillet 192, mais vous devriez écrire vos mémoires. Abbé Dieu miséricorde, un nom biographie un N, Hortkelef, un effort de lire n'importe quel. Apieux, c'est pourquoi, aux Arrasworth. Je connaissais Alfred, enfance, en tout cas qu'un père avocat à Liel est un brave type, qui vivait peut-être un peu trop, c'est bien possible. Enfin, il est lié vice-président d'un club qui se réunissait à St. John's Wood, aux Erasmus, je crois, il s'appelait, comment donc, le Sylvain, parce qu'on se réunissait dans les bois, et J.R. m'y rendait parfois zarfois pour discuter. Rien qu'entre le Tingeant. Un soir que je me promenais sur un embankment, j'ai rencontré Alfred, complètement au bout de son rouleau. Il m'a dit: je vais mourir, et je n'ai rien fait de ma vie. Je laisse une femme et 6 enfants, 6, oui, je crois que c'est ce qu'il m'a dit, et je n'ai rien fait. Alors, moi, j'ai eu une inspiration. Je lui ai dit: mon bon, vous avez fait la seule chose que vous pouviez faire. Ne vous tracassez pas. Croyez-moi sur parole, un des garçons réussira. Ils prendront soin de leur mère. C'est ce que je lui ai dit, et nous nous sommes quittés. Il est mort une quinzaine de jours plus tard. Et, comme de juste, le grand Alfred s'est lancé, il ne lui a pas fallu longtemps pour faire fortune, et le moindre penny allait à la vieille dame. Un soir, j'ai été éclaboussé debout, de la tête aux pieds, dans Piccadilly. C'était la vieille dame dans sa calèche, une fourrure sur les genoux, 2 chevaux, qui se rendait à Berkeley Street. Pour lui, sa mère passait avant tout le reste. Mais j'ai vu quelle femme remarquable c'était. Elle avait la haute main sur tout, et elle vit encore maintenant, et Lady Northcliffe a épousé mon vieil ami Hudson,
Nous en sommes venus, je ne sais trop comment, au roman de Thomas Hardy, à cette idée qu'il a eu de faire avouer à une femme, le soir de ses noces, qu'elle a eu un bâtard, sur quoi le mari fait son sac et part pour les mers du Sud. Abbé, d'un ton véhément, vous n'êtes que des enfants. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. J'aurais fait de même, moi. J'aurais fait mon sac, en tout cas. Quelle sorte? C'est dans le champ de blé qu'elle aurait dû le lui dire. Quelle chose odieuse et stupide. Ce n'est pas une question de morale. La morale ne change pas. C'est la nature humaine. FB, mon cher vieux pater, vous déraisonnez, il se manifestait beaucoup d'affection. Francis aida son père à libeller correctement un télégramme à Lady Wimborne, ce dont il n'aurait pu se tirer seul, je crois. V. Tennyson est un grand poète. AB, assurément c'est un poète, pas un grand poète. Alam était un âne. N'oublierai jamais son télégramme à Eleanor, c'était impaisiblement à 3h45. Alfred Armsworth, avocat de Dublin, quitta le barreau irlandais pour entrer au barreau anglais en 1867. Il avait 3 filles et 7 fils, dont l'aîné, Alfred Charles William Armsworth, 1865-1922, devint le grand magnat de la presse et, en 1905, premier vicomte Northcliffe, et resta toujours très dévoué à sa mère qui vécut jusqu'en 1905. La vicomtesse Northcliffe, née Elizabeth Milne, veuve d'Alfred Charles William Armsworth, épousa Sir Robert Arundel-Hudson, 1864-1927, en 1923. Angel Clark, Dantès d'Uberville, mais c'est pour le Brésil qu'il partit. Olegala, 1852-1928, le fils aîné de Tennyson et second Lord Tennyson, vivait avec ses parents. Selon le Dictionary of National Biography, le poète lauréat s'éteignit à 1h35 le 6 octobre 1892. La nouvelle fut annoncée par télégramme à Eleanor, née Locke, veuve de Lionel, second fils de Tennyson, 1854-1886, qui mourut d'une fièvre tropicale en mer Rouge, sur le bateau qui le ramenait en Angleterre. Elle s'était remariée en 1888 avec Augustine Birrell, veuve de son côté, et lui donna 2 fils, Francis et Anthony. Elle mourut en 1915. Le livre d'Austin est probablement l'autobiographie qu'écrivit le poète lauréat Alfred Austin, qui succéda à Tennyson. Juillet 1923 505 aimait le livre d'Austin. Allard dut se charger de sa mère. On trouva que c'était bien beau, ainsi, il n'eut jamais de métier, et n'en voulait point. C'était un paresseux. Tennyson était un être très direct, acceptait mal les remariages, a mal accepté que Lionel soit mort en mer, pas de tombe à visiter, avait des idées très démodées, très conventionnelles, raconta l'histoire d'elle. Terry courant toute nue autour de la chambre, et Watts allant trouver Harcourt et lui disant « Cela me fait peur 4, cela ne m'aurait pas fait peur un mois, dit Harcourt, d'une voix sonore et impudente 12, ton Mireille a une voix aiguë, stridente, qui fléchit, il a tendance à loucher, et puis il porte des lunettes, et disparaît brusquement pour aller errer seul dans le jardin. Les reçut une lettre d'Estée l'autre jour. Elle allait venir me voir, mais l'automobile est tombée en panne, comme si c'était une nouvelle extraordinaire. FB, Tony, tu voudras bien t'occuper des boissons, n'est-ce pas? Tony s'éloigne et s'agite devant le buffet. Pour finir, AB me donna la Corse de Boswell 13 et y inscrivit, à Victoria Woolf, pour ensuite ajouter des excuses. Ce fut une soirée intéressante, très victorienne, bien fournie en boissons, cigares, tapis et fauteuils de cuir. Le vieux B est un conteur, et il a eu ses beaux jours, a été un personnage de la haute société, et pourtant reste non conformiste, non pas qu'il soit un écrivain sérieux, je ne le pense pas, mais c'est un bon littérateur du genre victorien et humanitaire par excellence, réchauffé au soleil de plusieurs vies diverses, comme on ne l'est plus maintenant, avocat, homme politique, essayiste. Il aspire vivement à écrire pour elle personnage, Vivien Elliott, Tom. Au thé, dimanche. Tout, mets du brandy dans ton thé, Vivien. Vivien, non, non, Tom. Tom, si, il le faut. Mets une petite cuillerée de brandy dans ton thé. Vivien, au bon point. Je n'en ai pas envie. V, on n'aime jamais prendre des médicaments devant ses amis. Elle, alors, cette grande question la Delphi, que faut-il en dire? VVN, quoi, en effet, elle est très agitée, très incohérente,
trop poudré, sa première sortie en automobile, trop habillé, peut-être. Tony, j'ai fait passer une note dans le Criterion. Je ne comprends pas cette histoire à propos de Well et de la vie, cette aberration qui veut que la littérature ne soit pas la vie. Écrirez-vous, Tom, oh non, voyons. Murray se sent dans son élément maintenant, pour la première fois. Il hante la société qui lui plaît. En 1864, le peintre F.G. Watts, 1817-1904, épousa Ellen Terry, 1847-1928, qui n'était pas encore la grande actrice qu'elle allait devenir. Comme on le devine à l'anecdote racontée ici, le mariage fut un échec. Watts peignit le portrait de Sir William Harcourt, 1827-1904, l'homme d'État libéral, en Hakoun of Corsica. The Journal of a Tour to the Island, and Memoir of Pascal Paoli, en Corse. Le journal d'un voyage sur cette île, et souvenirs de Pascal Paoli, de James Boswell, esq. Paru en 1768, l'ouvrage venait d'être réédité pour la première fois par la Cambridge University Press. La note d'Eliot parue dans le Criterion de juillet 1923, 11 y soutenait que ceux qui insistent sur une énormie entre vie et littérature, ne flattent pas seulement la suffisance des gens d'une culture relative, mais qu'ils imposent un élément de désordre. On n'y fait aucune allusion à Wells 506 juillet.